Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'histoire au Pays Basque. Nous allons vous présenter et expliquer comment était le Pays Basque sous l'occupation nazie. Nous nous trouvons actuellement sur la plage de Labar, à Anglet. Anglet, tout comme le Pays Basque, fut occupé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de Basques ont malheureusement péri pendant cette guerre affreuse. Le 27 juin 1940, les premières unités motorisées allemandes arrivent à Bayonne. En quelques jours, elles se déploient sur tout le littoral et à l'intérieur de la région. Mis à part les troupes de la douane, chargées de surveiller la frontière, et la police, la Gestapo, toutes les troupes nazies stationnées à Ypres se trouvaient toujours en période de repos, éloignées du front ou en cours de réorganisation. Elles ne restaient jamais trop longtemps dans le Pays Basque. La traversée de la frontière entre les deux États, dont l'un se déclara neutre, l'Espagne, devient ainsi l'une des activités les plus importantes du mouvement de la résistance au nazisme en Ypres. Le 27 mars 1944, l'aviation américaine, avec ses avions Liberator, bombarde Biarritz et Anglet, avec comme objectif l'aéroport de Parme et la gare du chemin de fer. Cependant, la plupart des victimes sont des civils, 90 morts à Biarritz et 41 à Anglet. Il s'agit de l'événement le plus dramatique de toute la guerre en Ypres. En 1943, les mouvements intérieurs et extérieurs de la résistance décident de se fusionner pour une plus grande coordination et à la recherche de l'unité en un mouvement dirigé depuis Londres. Le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944 met les nazis sur la défensive en France. Le deuxième débarquement, qui a lieu dans le sud, en Provence, le 15 août 1944, force les troupes nazies du sud-ouest à se retirer vers le nord, pour éviter d'être encerclés. Les nazis abandonnent précipitamment les Pyrénées et les groupes armés locaux en pleine insurrection en profitent pour les harceler. Après quelques affrontements, la garnison allemande de Tardé se rend le 23 août. Cet événement constitue le principal fait remarqué d'armes de la libération du Pays Basque continental qui s'achève définitivement entre le 22 et 24 août 1944. Le 24 août, dans l'après-midi, les résistants entrent à Bayonne en camion en provenance de Mauléon, Navarin, Cambo, etc. Toutefois, malgré la libération d'Ypres, la guerre se poursuit encore pendant 8 mois et les Basques d'Álava, Biscaya, Guipúzcoa et de Navarre y participent activement pour expulser les nazis de leur dernier réduit, dans une France quasi complètement libérée. Durant l'occupation allemande en France, de nombreux Basques péninsulaires qui s'étaient réfugiés sur le territoire français une fois la guerre civile terminée, collaborent avec la résistance et les maquis. Beaucoup d'entre eux faisaient partie de l'Union nationale espagnole, l'UNE, organisation du Parti communiste qui, la zone pyrénéenne une fois libérée, rassemble les unités de guérilla autour d'un même objectif, se préparer pour envahir l'Espagne franquiste. Nous nous sommes alors demandé qui étaient les Basques qualifiés d'indésirables par les nazis. Les premiers Juifs étaient arrivés au Xe siècle au Pays Basque. Durant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Bayonne a été durement touchée. Des hommes, des femmes, des enfants, des familles, basques ou françaises, sont pourchassés et persécutés parce que juifs. Ils seront massivement déportés vers l'Est et exterminés. Très peu survivront. 60 personnes, dont le grand rabbin Ernest Ginsberg, ont été déportées. La synagogue a été occupée par les Allemands du 22 juillet 1942 au 24 août 1944 et les dégâts ont été très importants. Une communauté juive se reconstruit après la guerre. Les Tziganes sont quant à eux internés dans les camps français. Les francs-maçons et les communistes, considérés comme indésirables, sont démis de leurs fonctions au sein de l'administration, pourchassés, arrêtés et internés. À partir de 1943, les réfractaires du STO entrent dans la clandestinité. Certains rejoignent les résistants également pourchassés. Un des événements les plus marquants de l'occupation fut sans doute la rencontre entre le Caudillo et le Führer à Hendaye. La rencontre ou entrevue d'Hendaye a lieu le 23 octobre 1940 entre Francisco Franco et Adolf Hitler en présence de leur ministre des Affaires étrangères, Ramón Serrano Suñer,
pour l'Espagne et Joachim von Ribbentrop pour l'Allemagne, à la gare de la commune française d'Hendaye, près de la frontière hispano-française. La rencontre porte sur l'éventualité d'une entrée en guerre de l'Espagne aux côtés des forces de l'Axe et de ses contreparties éventuelles. Elle ne débouche sur rien. On trouve deux explications différentes à l'échec des négociations. Selon plusieurs sources, Franco ne voulait pas s'allier avec Hitler parce que l'Espagne était exsangue ou parce que les conservatismes catholiques rejetaient l'idée nazie. Il a donc demandé des contreparties qu'il savait devoir être refusées. Pour d'autres sources, Franco était prêt à entrer en guerre, mais ses demandes furent jugées excessives. Comme vous le savez, l'occupation allemande a conduit à la séparation de la France. Cette séparation est nommée la ligne de démarcation. La ligne de démarcation, en allemand Demarkationslinie, est en France pendant la Seconde Guerre mondiale la limite entre la zone occupée par l'armée allemande et la zone libre non occupée, appelée zone sud à partir de 1942. Fixée par l'armistice du 22 juin 1940, elle est longue d'environ 1200 km. Elle entre en vigueur le 25 juin 1940, après la signature de l'armistice entre l'Italie et la France du 24 juin. Si le gouvernement français, siégeant alors à Vichy en zone libre, exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire dans les faits, les conditions d'armistice donnent de larges pouvoirs aux autorités allemandes en zone occupée. Elles restreignent ainsi fortement le passage d'une zone à l'autre, avec l'obligation de posséder un Ausweis, carte d'identité, ou un Passierschein laissez-passer. La ligne de démarcation est supprimée le 1er mars 1943, 3 mois après l'invasion de la zone sud par les troupes allemandes. Dans les Landes, la ligne longeait la route nationale 10, traversant l'est du département des Landes en direction du sud. À Roquefort, la route et la ligne prenaient une direction sud-est. À Mont-de-Marsan, la ligne suivait alors la route nationale 13 310, route départementale 933 depuis 1972, toujours en direction sud-est, passant par Saint-Évert. Dans les Pyrénées-Atlantiques, anciennement appelées Basses-Pyrénées, la ligne de démarcation coupait le département en deux sur un axe sud-ouest-nord-est en suivant presque exclusivement la route nationale 133, route départementale 933 depuis 1972. Elle rentrait dans le département en traversant la commune de Sceaux-de-Navailles, passait par Orthez. Elle allait ensuite sur quelques kilomètres prendre une direction ouest-nord-ouest en suivant la route nationale 117, route départementale 817 depuis 1972, avant de suivre de nouveau la route nationale 133 et une direction sud-est. Elle passait alors par Salis-de-Béarn, Sauveterre, Saint-Palais, Mauléon et Saint-Jean-Pied-de-Port pour finalement rejoindre la frontière espagnole à Arnegui. Sur les cartes Michelin, la limite de la zone de débarcation du 4 juillet 1940 apparaissait cette année-là sur deux cartes Michelin au millionème numéro 98 et 9914. Après-guerre, une carte Michelin fut rééditée avec le tracé exact de la ligne. Le but de la ligne de démarcation, selon un officier allemand, était de rendre docile le gouvernement français. Les 3/4 du blé et du charbon français sont produits en zone occupée, ainsi que presque tout l'acier, le textile et le sucre. La zone libre est ainsi très dépendante de l'Allemagne nazie. Le 11 novembre 1942, par réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands franchirent la ligne de démarcation et envahirent la zone libre. L'Italie, profitant de cette invasion, décida d'occuper la zone qu'elle convoitait, ce qui conduisit à l'extension de la zone d'occupation italienne. Cela entraîne, le 27 novembre 1942, le sabordage de la flotte française à Toulon et la dissolution de l'armée de Vichy. La ligne fut supprimée le 1er mars 1943. Cependant, 14 points de contrôle principaux subsistent sur l'ancien tracé de la ligne. Pour plus de renseignements sur cette ligne de démarcation, nous vous conseillons de regarder la ligne de démarcation de Claude Chabrol, sortie en salle en 1966. Tout de suite, nous allons aller au mémorial départemental de l'occupation allemande au Pays Basque pendant la Seconde Guerre mondiale, où nous retrouverons un passionné d'histoire, M. Yon Lapère. Pouvez-vous nous présenter en détail ce mémorial, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais d'abord vous faire une courte partie sur l'histoire de ce mémorial et je reviendrai ensuite sur l'explication. Inauguré le jeudi 9 mai 2013 à l'occasion de la Journée de l'Aurore, ce mémorial est original tant par son architecture que par son objectif de commémorer tous les événements de la Seconde Guerre mondiale au Pays Basque. En 2010, André Cuyeux,
président de l'association Ensemble pour la paix, fait la connaissance de Jean-Jacques Achourou et au cours de la conversation, lui exprime son souhait de voir ériger un mémorial spécifique à la Seconde Guerre mondiale sur la côte basque. Quelques jours plus tard, l'équipe municipale donnait à Ensemble pour la paix son accord de principe pour voir ériger ce monument commémoratif à Buda. Cette démarche a été confortée par le vote d'une délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 2011 sous l'égide d'Emmanuel Alzouri. Une réflexion commune fut alors menée afin d'associer le devoir de mémoire au devoir de... Pour porter ce projet, Ensemble pour la paix s'est appuyé sur des personnalités de la commune et du département, survivants des camps ou descendants de personnes déportées, mais également sur la délégation générale du souvenir français et sur les différentes associations de défense de la mémoire. L'association a été accompagnée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ONAC, établissement public du ministère de la Défense. Concernant maintenant ce mémorial, je vais maintenant vous parler de la location et de l'architecture du monument. L'originalité de ce mémorial tient à une rupture. Il a pour but de rassembler la totalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il est ainsi constitué de 4 stèles principales. Vous pouvez les voir ici. Cette première stèle, celle-ci, celle-là et également celle-là. Et de 5 stèles discoïdales que l'on peut voir ici. Le mémorial est érigé sur le site de la chapelle de la Madeleine, sur le front de mer, en bordure du chemin du littoral, emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. En effet, vous pouvez voir que nous avons un cadre exceptionnel. Le mémorial, le choix de cet emplacement tient compte évidemment de la qualité de l'espace environnemental. Et il renvoie aussi à diverses sécurités de la Seconde Guerre mondiale. Grégory, avez-vous des questions? Oui, effectivement. J'aimerais savoir pourquoi il y a un œil sur cette stèle. Cet œil correspond à la surveillance des Allemands durant la captivité. En effet, les Allemands regardaient tout le temps les faits et gestes des Français. Ok. Et pourquoi il y a des barreaux sur celle-là? Les barreaux représentent les camps de concentration allemands. Et sur ces stèles, qu'est-ce qu'elles représentent au juste? Ces stèles discoïdales représentent certaines phases de la guerre, comme par exemple celle-là. Nous pouvons voir Guernica en 1937, qui correspond à un événement de la guerre d'Espagne, de 1936 à 1939. Alors que sur celle-ci, nous pouvons voir Hiroshima, la ville japonaise qui a été bombardée par la bombe atomique en 1945 par l'armée américaine. En revanche, sur ces stèles, nous pouvons voir de Gers à Auschwitz. Gers se situe dans les Pyrénées-Atlantiques et était un camp de transit où ensuite les déportés allaient être acheminés à Auschwitz via de Drancy dans la banlieue parisienne où ils étaient sélectionnés. Tandis que sur cette stèle discoïdale, nous pouvons voir de nombreux camps de concentration allemands, comme par exemple l'exemple de Dachau. Ok. Avez-vous d'autres questions, Grégory? Non, ça va. Eh bien, merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Merci à vous. Un plaisir pour moi. Au revoir. Au revoir.